La science prépare une abominable riposte, le moustique mutant. Un moustique plombé créé pour pourrir la descendance des Aedes, rendue faible ou incompétente. Un moustique qui donne le baiser de l'araignée. Belle photo en tout cas. Énorme succès ce soir, Thibault Nolte. Plein de questions. Avant de vous demander si le virus peut muter, c'est vrai qu'on prépare et qu'on étudie, qu'on essaye de mettre au point des moustiques OGM? Des moustiques génétiquement modifiés, Ah ouais? oui. Oui, parce qu'en fait, comme je disais, il n'y a plus tellement d'insecticides qui sont capables de tuer les moustiques. Puisque les populations de moustiques sont devenues résistantes, il va falloir trouver des méthodes alternatives. La méthode alternative, c'est de créer un moustique qui ne pique pas, ou bien un moustique qui ne transmet plus. Donc ça, c'est possible en laboratoire. Et juste question corollaire, le virus peut muter? Bien sûr, le virus mute, un risque? parce qu'en fait, ça fait partie de sa vie. Un virus est fait pour muter. Vous me disiez une chose en aparté étonnante, c'est que ça peut être 3 en 1. Il peut y avoir 3 virus différents dans un même moustique, c'est-à-dire triple épidémie avec un seul. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Imaginez, vous avez chikungunya, fièvre jaune, Zika. Alors, sur la mutation du virus, moi, je voudrais rajouter, parce qu'évidemment, c'est une des questions qui se posent. Est-ce que la pandémie actuelle au Brésil et en Amérique du Sud, est-ce qu'elle est liée à un virus mutant? Et il n'y a pas d'argument actuellement. Il y a eu plusieurs séquençages qui ont été réalisés par des équipes à la fois brésiliennes, américaines, c'est pas comme la grippe. Pour l'instant, il n'y a pas de grosse mutation qui a été décrite. D'accord. Alors, une carte. Oui, une carte, mais c'est la carte de France du moustique ça nous intéresse, tigre. Donc, elle va du sud jusqu'au nord de l'Alsace. Donc, la question est de savoir est-ce que le moustique tigre va continuer de remonter et surtout est-ce qu'il pourrait propager une épidémie dans toute la France, comme on l'avait eu à La Réunion avec le chikungunya. Est-ce qu'on est dans cette crainte, Dr Salman? Le réchauffement climatique, c'est pas terrible non plus. La déforestation qu'il y a sur tous les coins de la planète, c'est pas terrible non plus. Je veux dire qu'on est en train d'aménager pour ces moustiques quelque chose d'étonnant. Mais pour la France, oui, pour la France. Est-ce qu'on a un risque en France, d'épidémie en France? Moi, je vois une région qui m'intéresse, c'est la Camargue. Parce qu'en Camargue, on n'a pas le droit de traiter aux insecticides. C'est très intéressant. Donc, il y a bien sûr beaucoup de moustiques. Mais les moustiques qui n'ont pas été traités vont voir un petit peu ce qui se passe autour, dans les régions qui sont surtraitées autour. Et finalement, on s'aperçoit que ces moustiques qui n'ont pas de résistance équilibrent un petit peu les fleurs alentour, les moustiques autour. Ça permet de baisser un petit peu la pression. C'est très intéressant, cette réflexion de ce réservoir naturel qu'on a en France pour les moustiques, parce que finalement, en termes de réflexion écologique, il y a aussi une approche différente du traitement. Alors, inquiétons-nous pour la France. Est-ce qu'on a un risque d'épidémie quand même? À partir du moment où le moustique est là et qu'il y a des gens qui vont revenir des régions où il y a le virus, c'est forcément la combinaison des deux va créer un terrain propice pour qu'il y ait des cas autochtones. Alors moi, je vais aller un peu dans le sens et en nuançant. Je pense que, je vais me mouiller, hein, je l'ai fait, je pense qu'il n'y a pas de risque de pandémie en 2016 par le virus Zika en France. Hein. Bon, après, argument, Alors parce que on va voir quelques cas de Zika en France. On en voit déjà qui sont des virus qui arrivent importés. On va en voir probablement au printemps avec le réchauffement, et on va voir une série de cas, mais on ne verra pas 30 000 ou 50 000 personnes touchées par le virus Zika. Pourquoi? Parce qu'on a des conditions hygiéno-sanitaires qui sont dans des conditions différentes, et on a un climat également qui est différent. Beaucoup plus tempéré. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de stagnation des eaux dans le sud de la France, mais je ne pense pas qu'on aboutisse à une pandémie de Zika. Je nuancerai en disant que ceci est vrai en 2016, mais avec l'extension de la carte que vous avez montrée, ça sera probablement moins vrai en 2018, moins vrai en 2020 pour autre chose. Mais là, j'y crois pas. Voilà. Moi, je pense qu'il faut en profiter pour apprendre à vivre avec ces moustiques, parce que tout simplement, on n'est pas sorti de l'auberge. Il y aura encore ces gros porteurs de virus partout, et d'apprendre tous les gestes pour éviter qu'il y ait de l'eau, des soucoupes, les cimetières. Mais pendant des décennies, on a fait reculer les moustiques, on a fait reculer le palu. Donc pourquoi serions-nous voués à être envahis par les moustiques? Regardez, il y a des villes comme Singapour qui ont réussi à vraiment passer au travers, à travers une politique très stricte, anti-flaque d'eau, anti-soucoupe avec de l'eau, anti-pneu plein d'eau. Je veux dire, c'est quelque chose. Il faut que les villes, en termes d'urbanisme, les égouts, les gouttières, avoir une vraie réflexion. C'est le bon moment pour se penser à une vraie protection. Et le vaccin, durable. c'est peut-être le bon moment aussi pour vous poser la question. Il y a une course au vaccin. Il y a bien sûr une course au vaccin.
Il y a une autre arbovirus qui est proche, qui est la dengue, sur lequel il y avait plusieurs candidats vaccins, avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Et il y a maintenant ce qu'on appelle des grandes plateformes vaccinales qui sont issues, c'est-à-dire c'est des structures menées à la fois industrielles de l'industrie pharmaceutique ou de l'académique ou d'un mélange des deux, qui sont prêtes avec les technologies nécessaires pour construire, je dirais, des outils vaccinaux en très peu de temps. Bon. Alors, c'est quoi très peu de temps ? Je vais vous revenir. C'est le cas. Et ces plateformes-là étaient particulièrement actives puisqu'elles avaient été actives sur la mise en évidence d'outils contre le vaccin Ebola. Et donc là, elles étaient totalement opérationnelles. Donc elles sont parties. Le très peu de temps, c'est forcément plusieurs mois. Ah oui. Je voudrais ajouter une chose. Vous savez, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais regardez pour la fièvre jaune, on a un vaccin qui marche très bien et c'est porté par ce fameux moustique tigre. Tout va bien. Et quand je vois la défiance aujourd'hui en France par rapport aux vaccins qui ont permis d'éradiquer des maladies comme la variole, en même temps on dit vite un vaccin et quand il est là on n'en veut plus. Donc quelque part, oui, c'est vrai. C'est vrai que je pense puisque Zika, une fois de plus, c'est essentiellement quand même le problème de la femme enceinte et des malformations. Et Guillain-Barré, vous le disiez quand même tout à l'heure. Les Guillain-Barré, oui, mais voilà, on pourrait se sortir du Guillain-Barré. En tout cas, dans un certain nombre de pays de haut niveau, il y a matière à traiter le Guillain-Barré. Le problème majeur quand même de Zika, c'est vraiment le problème des malformations. Moi, je voudrais avoir une question pour finir. Et là, je suis sûr que les femmes accepteraient la vaccination. C'est au Brésil, il y a les Jeux Olympiques, il y aura beaucoup de spectateurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire aux athlètes? Est-ce que cet événement ne va pas propager le Zika à travers la planète ou est-ce que c'est une inquiétude secondaire? Le Zika, les virus se propagent avec le déplacement des personnes. Donc, à partir du moment où il y a un rassemblement, ensuite une dissémination, c'est forcément que le Zika va passer par là. Forcément, il y aura une contamination de ce qu'il y a autour, sachant qu'en fait, on va peut-être arriver à un moment d'immunité de la population globale qui va empêcher le virus. Le fameux 40% dont on parlait. Exactement. Et puis, il faut savoir aussi qu'en Afrique et en Asie, le Zika, dans certains pays, est déjà présent. Donc, la plupart de la population est déjà protégée vis-à-vis du Zika. Merci à vous trois, c'est un peu plus clair. Après ce débat, pas tellement plus rassurant d'ailleurs, l'émission continue avec Xavier Mauduit, Jean-Mathieu Pernin, de Point de vue malicieux sur l'histoire et l'actualité. Mais ça, ce sera après Désintox. Ce soir, dans Désintox, retour sur une des marottes du parti Les Républicains, le regroupement familial des immigrés. Haro sur le regroupement familial des immigrés, c'est la grande mode chez les Républicains. Alors que les primaires approchent, les responsables de droite promettent tous de durcir le regroupement familial, quitte à le caricaturer. Dans son livre paru fin janvier, Nicolas Sarkozy affirme ainsi « Le regroupement familial doit passer d'un droit aujourd'hui quasi sans condition à un droit sous conditions précises. Si les revenus sont insuffisants et l'appartement trop petit pour accueillir la famille, il n'y aura plus de regroupement familial. » Voilà une curieuse présentation d'une procédure qui ne représentait dans les dernières statistiques que 12 000 entrées légales, soit à peine plus de 5% des titres de séjour. Contrairement à ce qu'écrit Nicolas Sarkozy, un étranger ne peut pas faire venir sa famille sans respecter des conditions strictes. Ainsi, la loi exige, pour un couple seul, un logement entre 22 et 28 mètres carrés selon les zones géographiques et 10 mètres carrés de plus pour toute personne en plus. Concernant les revenus, le minimum pour une personne faisant venir son conjoint est le SMIC mensuel, soit autour de 1 135 € net, à l'exclusion des prestations sociales. Un revenu supérieur est exigé à partir de 4 personnes. En fait, ces critères n'ont cessé d'être durcis depuis des années. Une loi de juillet 2006 a exclu du calcul des revenus exigés toutes les prestations sociales, alors qu'une loi de décembre 2006 a renforcé les conditions en matière d'hébergement, établissant les surfaces minimales qui sont toujours exigées aujourd'hui. Chose amusante, le ministre de l'Intérieur qui a porté cette dernière mesure à l'époque n'était autre que Nicolas Sarkozy, qui l'a visiblement oublié. Merci Désintox, tic et tac. Oh. Bon, Xavier Mauduit, bonsoir. Ouais, Xavier Mauduit, le projet de loi de lutte contre la prostitution a été débattu pour la dernière fois, c'était hier à l'Assemblée nationale, on a d'ailleurs fait un débat. Le délit de racolage a été supprimé, mais l'achat d'actes sexuels sera sanctionné. Et quand vous entendez parler de pénalisation du client, ça vous fait penser à Louis XIV, et à maman Proxo, Anne d'Autriche. Oui, c'est ça. On va à Paris, au Palais Royal, le 5 septembre 1651 à 8h du matin. C'est le moment où la reine Anne d'Autriche entre dans la chambre de son fils, le roi Louis XIV, s'approche du lit, il l'embrasse, elle l'embrasse. Il y était. Et oui, et là, elle lui dit
Eh, bon anniversaire, Loulou. Bah oui, parce que ce 5 septembre, il vient d'avoir 13 ans, c'est super, quoi. Et puis, ça veut dire qu'il va devenir majeur. Parce que depuis un édit de Charles V au XIVe siècle, la majorité du roi, c'est un tout petit peu avant tout le monde, quoi. Alors, il est majeur, ok, mais enfin, il reste quand même beaucoup gamin. Donc, Anne d'Autriche dit qu'il est urgent d'apprendre au roi comment fonctionne la vie et surtout comment fonctionne le vie. Bah oui, on l'attendait ça. Alors, autrement dit, il faut trouver une femme capable de déniaiser le roi. Anne d'Autriche pense à sa femme de chambre, la baronne de Beauvais. Ah, les amours Ouais, aussi. elle était née Catherine Bélier, mais en fait, Anne d'Autriche l'appelait Cato la Borgnesse. Elle était borgne. C'est logique. En plus, Anne d'Autriche sort de chez Michel Audiard, je peux pas le croire. 24 ans de plus que le roi. Et si toutes les femmes sont belles, bon, Cato l'est un petit peu moins. Hein, disons-le. Et bien, ça tombe super bien, oui, parce qu'il ne faut surtout pas que le roi tombe amoureux. Alors, la première leçon donnée à la royale qui coûte a lieu un jour que le roi sort de son bain. Il est drôlement doué, le bougre, hein, si bien que très vite, les leçons de Cato ne sont plus nécessaires. Alors, bah, ça dure tout ça, on va dire, dans les années 1652-1655. Pour la remercier de ses bons services, Cato reçoit en cadeau l'hôtel de Beauvais. Ouais, l'hôtel de Beauvais. Bon, aujourd'hui, c'est la cour administrative d'appel de Paris. Oui. Ah, ça fait un tout petit peu moins rêver. Alors, pour finir, hein, Louis XIV a toujours conservé beaucoup de tendresse pour cette femme qu'il recevait, même quand elle était toute vieille, voilà, toute branlante. Et ben, il la recevait encore, même si certains courtisans, mais des vilains, se moquaient d'elle. Évidemment, des fils de Pécore et de Minus. Il s'en fallait de peu, mon cher, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût ta mère, que cette putain ne fût ta mère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles. Voilà, formidable Brassens. Énorme. Des poupées ? Et oui, voilà. Mon petit garçon, oui, on joue aux poupées ? Exactement, mais un peu particulière. Voilà. Imaginez, vous allez chez des amis et vous voyez justement une poupée sur un canapé, et là, vos amis vous disent « Ah non, c'est pas une poupée, c'est ma fille ». Donc c'est un peu le début d'un film d'horreur, hein, voilà. Mais pourtant, cette scène se reproduit souvent actuellement en Thaïlande, où sévit la mode du cep de look, voilà, ce qui peut se traduire par enfant des anges. Alors en fait, il s'agit d'une poupée de 110 cm coûtant à peu près 500 € qui a été popularisée par des stars locales qui ont remis en fait au goût du jour ce bon vieux talisman. Alors oubliez le trèfle à quatre feuilles, la patte de lapin. Poupée gonflable. Non, pas du tout. Non, justement, c'est un petit peu plus dur que ça. Voilà, patte de lapin ou même voilà le fer à cheval. C'est tout simplement vous achetez une poupée, vous allez voir un moine bouddhiste qui est adepte de magie noire et hop, il fait rentrer à l'intérieur l'âme d'un enfant. Voilà, tout simplement. C'est un peu glauque, en effet, l'âme d'un enfant. Et à partir de là, bonheur et envie arrivent, puisque la Thaïlande est en crise, vraiment la pression économique est forte, et beaucoup de gens voient ces enfants des anges comme des bouées de sauvetage. Mais d'autres ont bien compris qu'ils pouvaient faire beaucoup d'argent avec ça, car maintenant, c'est tout un pan de l'économie thaïlandaise qui surfe sur cette tendance. Il y a donc des restaurants pour ces poupées. Il y a donc une compagnie aérienne, la Thai Airways, qui dit, plutôt que de voyager en soute, vous avez qu'à acheter un billet, puisque c'est une personne. Voilà, c'est bien, donc elle voyage maintenant. Et certains imaginent même créer des écoles de langue pour des poupées qui n'en ont pas. Alors, ça en énerve beaucoup quand même. Certains trouvent ça très malsain, et d'autres vont même un peu plus loin, comme un moine bouddhiste conservateur. Son nom, c'est Phra Buddha Isra. Et lui, il dit clairement, est-ce que vous seriez prêt, quand on lui demande, est-ce que vous seriez prêt à bénir une poupée? Et lui, il a un peu le sens de la synthèse, on va dire, ce moine, puisqu'il dit, va-t'en, sois maudit crétin. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, juste à noter que la semaine dernière, pour la première fois, la police de l'aéroport de Bangkok a arrêté une poupée. Oui, parce que son propriétaire l'avait bourré de cocaïne. On n'est pas enfant des anges pour rien. Très bien. 28 minutes est terminé, merci mes amis, merci Tic et Tac. À suivre sur l'antenne au cœur de l'hiver, 2 femmes, 2 générations pour une mini-série blême, oui, finlandaise. À demain avec le club, tchuss bis.